Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un débrief de la neuvième journée de Serie A et plus particulièrement du match choc entre l'Inter et la Juventus. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Vinet. Salut Paul. Salut Gilbert. Alors, une neuvième journée qui a été riche en buts, riche en émotions un petit peu sur tous les stades. Et un peu comme un symbole, le Derby d'Italie nous offre une rencontre complètement folle. Un 4 partout, 8 buts, dont 5 buts en une mi-temps, record pour un Derby d'Italie. Et qu'est-ce qu'on peut retenir, on va dire, de ce 4-4? Toi, disons déjà pour une première idée globale, qu'est-ce que tu en retiens? Écoute, c'est du grand spectacle, mais tu l'as dit à l'image de la journée, je pense qu'on s'est régalé un peu tous les jours. Et donc ce match, ouais, c'était un choc qu'on attendait, je pense tous. Et je pense que très peu auraient misé sur 8 buts. Moi, je m'attendais beaucoup plus au 0-0, tu vois, le made in Juve du début de saison dans les gros matchs. Et on a très vite senti qu'en fait, ça allait être tout sauf être un 0-0, que ce soit dans les intentions de jeu, où ça a été c'est parti un peu partout, quoi. Donc non, c'était super plaisant à regarder. Moi, je me suis régalé. Je me suis régalé. Il y a eu, t'as eu un peu de drama avec le scénario pour l'Inter, du caractère côté Juve, des erreurs défensives, alors, je sais pas si tu as le fameux débat en Italie, on aime bien débattre, parler d'erreurs d'arbitrage, mais ouais, tu as les deux pénaux pour te lancer un peu voilà, pour donner un peu de piment en fin de match, enfin après le match. Donc non, je pense qu'on a tout eu. Je pense qu'on était. Moi, j'étais un peu, voilà, coup de sifflet final, j'étais un peu triste que ça se termine déjà. Tu vois, genre, j'en aurais bien repris un petit peu pour voir vraiment si une des deux équipes aurait pu mettre ce cinquième but tant espéré et qui aurait encore envoyé ce match un peu plus dans la folie. Ouais, voilà, c'est un peu l'idée globale, hein, du spectacle, des actions, des buts, une dramaturgie. Après On s'est aussi, jamais ennuyé. Ouais. on ne s'est pas ennuyé, en effet. On avait un peu cette peur d'avoir un match fermé, cadenassé, puis finalement, non, pas Ouais. du tout. Pas mal d'erreurs aussi, il faut l'admettre, on va en reparler, mais Ouais. c'est Défensivement, ils n'ont pas brillé. Ouais. Les voilà deux équipes n'ont pas brillé. le 4-4, c'est pas toujours signe d'avoir des bons attaquants, c'est parfois aussi d'avoir des erreurs défensives, et ça a été un Ouais. petit peu le cas. Et je te propose donc, on va parler un petit peu des deux équipes, une à la fois, comme ça, on va vraiment faire le point. L'Inter, sur ce match, moi, j'ai trouvé que elle a encore une fois démontré par moment qu'elle était la plus forte équipe du championnat. Surtout quand elle est capable de renverser le 2-1, alors que ça aurait mis un coup de massue à beaucoup d'équipes. Le début de deuxième période, le 4-2, et derrière, on aurait pu retrouver même à 5-6-2 avant les 20 dernières minutes. Mais à côté de ça, donc, tu as une équipe qui flanche. Elle a déjà donné un exemple dans le derby, par exemple, qu'elle a perdu. Là, contre la Juve, elle passe de 4-2 à 4-4 et elle aurait peut-être même pu le perdre sur les tout derniers moments. Toi, quelle image tu as, on va dire, si on compare l'Inter de la saison passée et celle de cette année, un petit peu ce match, est un peu aussi le symbole de la différence entre les deux saisons, quoi. Ah bah l'Inter de la saison passée, je pense qu'ils perdaient pas ce match. Hein. 4-2, c'était rideau. Déjà, ils prenaient peut-être pas qu'ils prenaient sans doute pas 4 buts, hein, mais non, 4-2, c'était terminé. Là, on a retrouvé un peu l'Inter d'il y a 2 ans, tu vois, il y a 2 saisons, où tu mènes au score, tu as l'impression d'avoir un match plutôt maîtrisé, tranquille, et tu prends ce pion en fin de match qui te donne d'énormes regrets. Alors là, t'en prends deux. Alors que oui, tu l'as dit, à partir du moment où tu as le 2-1 Juve, l'Inter prend le dessus sur ce match jusqu'à égaliser et prendre l'avantage et domine ouais, jusqu'au 4-3 où là, la tendance, le momentum s'inverse totalement. Et comme tu l'as dit, si Di Gregorio est pas super fort sur sa ligne ou si les attaquants de l'Inter sont un peu plus cliniques, avec des ballons qui passent juste à côté. Tu as deux, trois occasions où le ballon il frôle le poteau. Le match, oui, tu passes 5-2, 6-2. Et là, on parle d'une masterclass. Hein. Et non, au final, la façon de football, c'est débile ce que je veux dire, mais ça joue sur des détails. Et là, le ballon, il passe juste à côté t'as une tête de Lautaro, je crois, juste à côté du poteau. Ça peut te faire 5-2. Et voilà, 30 minutes après, tu as 4-4 avec des regrets. On n'a pas du tout la même vision sur le match de l'Inter. Donc, je pense que l'Inter était sans doute la meilleure équipe sur le terrain, ou en tout cas le plus gros momentum en cumulé de minutes sur le match. Et la Juve gagne un point, l'Inter en perd deux, je pense, pour moi, à l'issue de ce match. C'est vu la physionomie de la rencontre.
Ouais, non, non, c'est un petit peu ça. C'est d'ailleurs ce qu'Inzaghi a dit après le match, hein, qu'il y a eu des choses qui étaient pas possibles, d'arriver à créer autant d'occasions face à la meilleure défense du championnat et puis en contrepartie C'est ça. prendre 4 buts, c'est un peu hallucinant. Donc, est-ce qu'on peut mettre ça sur une concentration qui s'est un petit peu perdue, un peu ce côté, un peu comme on dit en Italie, panciapiene après la deuxième étoile. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc comme ça? On peut prendre l'absence de Çalhanoğlu, mais si on se fixe, on va dire, sur la partie défense, Çalhanoğlu était là sur des matchs précédents et on avait déjà eu ce genre de souci Oui, dès oui, la oui. Ah première bah, ça date journée pas de ce contre Gênes, match. hein. Oui, oui, ça date pas de ce match. De toute façon, Ça, ça date pas de là, hein, on est d'accord, hein. non. Parce que Après, juste une tate et puis je te laisse prendre ouais, la main. vas-y. L'Inter, en 9 matchs, a concédé déjà 13 buts, alors que la saison passée, on n'avait concédé que 5. Et elle avait subi son 13e but à la 27e journée. Donc il y a quand même un Ouais, problème. c'est hallucinant, hein. Enfin, ça montre aussi à quel point l'an dernier, la saison dernière, l'Inter est dominante, hein. C'est aussi ça. Je sais pas si on réalise, mais la saison dernière, oui, ils ont marché sur tout le monde et pour moi, il y a zéro moment dans la saison où tu as douté, en tout cas en Serie A, où tu t'es dit cette équipe peut se faire renverser. Alors que là, bah, de toute façon, oui, depuis les signaux que tu envoies, le derby où tu te fais renverser avec Gabia, là, voilà, dans un deuxième gros match, tu subis à peu près la même chose en termes d'émotions négatives. Donc oui, il y a un souci là-dessus. Après, voilà, tu l'as dit, le contre-coup peut-être du titre, bah, tu vois, peut-être dès qu'un Bastoni est moins performant sur le terrain, défensivement, tu vacilles un peu plus. Sommer est moins, en tout cas sur le match d'hier, est beaucoup moins. Enfin, c'est pas le Sommer de l'an dernier. L'an Ouais, dernier, il te faisait moins des parades, il était décisif. Ouais. décisif très souvent. Et Ouais. là, ouais, tu vois, hier, bon, les deux premiers buts, il ne peut rien faire de mémoire, mais tu as la frappe croisée le 4-3 pour moi. Enfin, il la touche et oui, C'est le 4-4 surtout qui est, pour moi, où il ouais, est c'est il y en fautif, a un des deux hein. où il Ouais. doit faire beaucoup mieux. Enfin, et je pense que le sommaire de l'an dernier, il fait beaucoup mieux. Il les prend pas, il y en a un des deux qui prend pas. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est un tout, voilà, c'est un peu moins inspiré défensivement. Après, tu as peut-être aussi je sais pas si c'est la tactique d'Inzaghi là-dessus, mais tu vois, moi c'est quelque chose qui m'a choqué, c'est le 2-1 Juve. Oui, c'est ça, je crois que c'est le 2-1 Juve, où tu as le ballon qui part sur le côté droit de la Juve et tu as Di Marco qui est très très haut. Et c'est Mkhitaryan enfin, qui est tout seul à faire un retour, Bastoni qui recule pour aller dans l'axe. Et il se retrouve totalement seul, Mkhitaryan. Alors, enfin, voilà, il y a des choses où enfin, ça ressemble pas trop à du Inzaghi qui est tactiquement très au point. Vraiment, chaque joueur a un rôle bien précis et tu le vois défensivement, ça participe, c'est très collectif. Voilà. Et là, j'ai trouvé que tu avais beaucoup d'errements défensifs. Ouais. Même un Dumfries sur le 4-3 qui recule, qui recule, qui recule. Enfin, ouais, il y a défensivement, tu sens qu'il y a un sacré changement par rapport à la saison dernière. Ouais, non, non, c'est une évidence. Tu vois, bon, on a des exemples, on peut en avoir plein. De Vrij est passé à côté de son match. Ouais. L'entrée de Bissek a été catastrophique, Bissek faut est pas fort, ouais, c'est l'admettre, ça. hein. Ouais. Et donc l'Inter, à partir de la 80e minute de jeu, c'est déjà 6 buts encaissés et 5 points de perdus. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui blesse, on va dire, à ce côté-là. Par contre, en contrepartie, et il y a un joueur qui, on va dire, a encore une fois été au top, et c'est vraiment le top joueur de l'Inter sur cette début de saison, c'est Marcus Thuram. Alors, il n'a Ouais. pas marqué, mais il provoque un penalty, il fait une passe D, et puis il a cette capacité à jouer, on va dire, dans les deux phases, que ce soit offensivement, il pèse sur une défense, il donne un coup de main défensivement. C'est vraiment un joueur qui est devenu total. Ouais, qui est complet, qui est devenu complet, qui est devenu ton atout numéro un offensivement, hein. Parce que Lautaro vit un début de saison assez Mm. compliqué et Thuram, t'as l'impression qu'il passe très rarement, voire jamais à côté. Et il y a encore une fois, ouais, enfin, c'est le monsieur plus, en tout cas offensivement, de cet Inter. Alors oui, il va te le chercher, ce péno. Je ne sais pas si tout le monde y serait allé parce qu'il est très en retard sur la passe, hein. Donc il vient devancer Danilo qui est très naïf sur le coup, mais il va vraiment le chercher parfaitement. Et après, ouais, enfin, là où tu vois aussi les progrès d'un Thuram, c'est sur le but d'Mkhitaryan, où ce jeu, il a un jeu en pivot. Tu sais que c'est un joueur qui veut prendre la profondeur, qui est capable de faire des différences sur l'aile pour repiquer dans l'axe. Et là, oui, c'est notre palette encore qui nous montre, c'est dos au jeu, enfin dos au but. En pivot, il surdomine Danilo. Tu sens que c'est très facile pour lui, que c'est un joueur qui a fait ça tout le temps, en fait, alors que non, c'est pas un joueur qui est censé être aussi fort dans ce compartiment du jeu. Donc ouais, Thuram, Monsieur plus Inter hier, mais Monsieur plus sur la saison, enfin en tout cas sur le début de saison, ouais,
il est vraiment au niveau et il porte un peu cette équipe quand Lautaro est un peu moins inspiré. Ouais, non, non, ouais, c'était vraiment marquant. On va passer à la Juve. Alors, du côté de la Juve, bon, bah, avant de parler de Mota et de tactique, il faut parler d'un jeune homme qui a 19 ans, qui est rentré à la 62e minute de jeu, alors que l'équipe était menée 4-2 et qui permet à la Juve de revenir à 4-4. Et je sais pas toi, mais moi, par moment, j'ai eu l'impression de revoir, au-delà de la langue, qu'il a tiré sur le 4-4, Alessandro Del Piero. Et Ah, la fameuse ça m'a célébration, vraiment ouais. fait, ouais, fait quelque chose dans l'ensemble, comment qu'il a cassé un petit peu Ah le bah, match au final, quoi. vous avez déjà fait ça en Champions League où vraiment c'était quand il ouvre le score, c'était vraiment du Del Piero pure souche. Là ouais, tu le retrouves encore, encore là. Alors c'était une demi-surprise, une petite surprise de ne pas le voir titulaire. Un coup que Mota a voulu faire tactique avec un Weah qui apporte autre chose. Et au final, ouais, bah, il manque le gamin, il montre qu'il a quand même du caractère, hein, parce que tu rentres, je pense qu'il y a 4-2 quand il fait son Ouais, entrée. Le 4-2. match est quasi terminé. Je pense que certains dans leur tête s'étaient dit que c'était fini et il va tout changer. Alors tout seul comme un grand sur le 4-3 et après avec une finition clinique sur le 4-4. Donc c'est un joueur qui a énormément de potentiel, on le sait. Il a été assez irrégulier sur ce début de saison, bah, aussi avec des problèmes offensifs côté Juve, hein, c'était pas que lui de toute façon, et là voilà, il te remontre que c'est un joueur qui est capable de changer le cours d'un match, hein. Il a changé le cours du match, donc maintenant il va juste falloir avoir de la continuité avec ce joueur sans être trop sévère parce que ça reste quand même un jeune joueur, hein, et bon, oui, la Juve doit s'appuyer sur lui, ça c'est certain. Après, sur le match d'hier, il a façon, enfin, il a apporté ce qu'il fallait apporter. La Juve semblait offensivement dans le dur, et il fallait apporter la petite lumière. Il te l'a apporté, voilà, il te l'a apporté, il a tout changé. Ouais, non, non, ça a été vraiment, moi j'ai trouvé vraiment bluffant. C'est le plus jeune joueur à avoir réalisé un doublé dans le derby d'Italie. Et c'est le premier à avoir mis 2 buts en étant rentré en cours de match. Donc il y a quand même quelques petits records qui sont tombés lors de ce 4-4 et il y en a eu 2 déjà pour Ildiz. Maintenant, il faudra voir, et c'est là on va parler un petit peu de la tactique de Thiago Motta. Est-ce qu'à ton avis, est-ce que ça va devenir un super sub vu ce qu'il fait là, ou est-ce que Motta va arriver à lui trouver sa meilleure place sur le terrain dans le 11 à la suite, quoi. Ah, j'ai du mal à le voir, à le voir rester sur le banc tout le temps bah, je pense dans l'esprit de Mota qu'il est devant un Weah, que ouais, c'était un one-shot hier, niveau tactique, qu'il a voulu tenter quelque chose. Donc j'imagine mal ils disent rester sur le banc sur ce qui monte sur ce début de saison par bribes. Donc, non, non, pour moi, il sera installé. Après, à savoir, est-ce que ailier gauche est son meilleur positionnement? Est-ce qu'il ne faudrait pas voir, avec l'absence de Miners, si tu peux le mettre en 10 derrière un Vlahovic? Après, voilà, le souci en ce moment côté Mota, c'est les absences. Tu te rends compte que tu n'as pas un banc vraiment monstrueux, voilà, donc tu mets aussi des joueurs bah, un peu où tu peux, hein. C'est pour ça que tu te retrouves avec un McKennie qui joue en 10 ou un Fadjuli qui joue très haut, alors que tu te dis, bah, c'est pas du tout, ils sont pas du tout faits forcément pour cette activité-là. Ça va être voilà, à voir si un jour où t'as enfin tout ton effectif, s'il arrive à trouver, voilà, à trouver une complémentarité au milieu entre Côte Miners et un Yildiz. Parce que, de toute façon, la Juve va avoir besoin d'un joueur du profil d'Yildiz pour amener quelque chose autour de Vlahovic. Parce que sinon, voilà, c'est très. Enfin, ouais, de toute façon, à l'image du début de saison de la Juve, hein, offensivement, dans les gros matchs, c'est très triste. Et tu ne retrouves pas bah, la Juve qu'il y a eu contre première journée de Ligue des Champions où offensivement c'était un festival, que tu as eu sur certaines journées aussi en début de saison en championnat où c'était aussi festival. Donc je pense que Mota il t'attend encore un peu. Il a un effectif jeune, hein. Hier c'est 25 ans de moyenne d'âge, donc il y a aussi ça à mettre en place. Ouais, je pense qu'il construit petit à petit, match après match, il construit tactiquement son effectif et il faudra voir, à mon avis, il faudra voir en janvier-février comment ça tourne. Si tu as toujours des soucis offensivement, c'est qu'il y a, oui, il y a un gros souci, une grosse question à se poser là-dessus. Là, malheureusement, pour moi, il est obligé de bricoler, surtout dans cette activité offensive.
Ouais, il bricole, mais finalement, il a bricolé plutôt pas mal hier soir. Ah oui, oui. Moi, j'ai eu l'impression que c'était peut-être la première fois où j'ai revu en partie le Bologne de Mota de la saison passée, sur certaines actions, sur certains choix, on va dire, déjà en début de match, tu vois, quand tu choisis McKennie, que finalement tu le fais jouer très Ouais. haut. Un joueur qui, j'ai trouvé, parce qu'on a parlé d'Ildiz parce qu'il a été décisif avec les deux buts, mais un joueur qui a été pour moi très très bon hier soir, c'est Consensao. Et il l'a Ah, vraiment fait c'est jouer sans doute le très très meilleur haut. Et Di Turino. Marco, du coup, a dû jouer sur lui qui est pas trop habitué à jouer sur la défensive. Ils ont pas trop su comment le prendre. Et voilà, moi j'ai l'impression, je sais pas toi, mais j'ai l'impression de finalement arriver à voir la patte Mota offensivement. Je dis pas Ouais, défensivement, mais ouais. là offensivement on l'a. Oui, oui, bah, de toute façon, c'est l'action qui amène, je crois, l'égalisation, où tu as une très belle phase de possession qui part sur la droite, tu reviens un peu côté gauche avec Cabal dans l'arrière qui allume pour McKennie. Enfin, tu vois que ça, voilà, t'es toujours dans l'activité permanente, t'essayes de pas ralentir le jeu. Et après, ouais, quand t'as un Sao qui est dans la forme d'hier soir, enfin, je pense pour moi, c'est le meilleur Turinois, dans les villes 10 qui apporte en fin de match, mais sur le match entier, c'est le meilleur Turino contre c'est ça où il a voilà c'est lui qui met le bazar sur le 2-1 avec sa passe de Powea, ou c'est là où Di Marco, tu sens qu'il n'y a pas encore l'ajustement. Je pense à ce moment du match, Di Marco joue très haut et tu te retrouves avec Mkhitaryan qui doit aller chercher un contre Sao. Donc forcément dans un contre un contre Sao, bah, ça s'est vu hein, avant qu'il fasse le centre pour Owea, il a mystifié Mkhitaryan en un dribble. Après, voilà, c'est Sao. J'espère juste que physiquement, il va tenir le coup parce que il y a eu des petits pépins physiques. Il est revenu, il est reparti. Donc, on attend aussi, voilà, quand tu vois un match comme ça, on veut juste une chose, c'est de la continuité, hein, parce qu'il est capable de changer le cours d'un match tout seul. Là, sur un match, sur une action, il change tout. Donc voilà, et c'est encore une fois, c'est un jeune, donc c'est à l'image de cette Juve, hein, c'est un peu fougueux. Après, c'est à Mota, ouais, au professeur Mota, on va dire, de trouver le bon ajustement pour essayer de le canaliser, de le rendre encore plus efficace sur 90 minutes. Ouais, ça va un petit peu ça va être le travail là d'arriver à faire jouer Ildiz et Consensao Ouais. ensemble et d'avoir de la continuité sur Voilà. toute une Et rencontre. surtout, déjà, oui, tes ailiers, tu as énormément de talent, mais aussi d'alimenter ton numéro 9 parce que malheureusement, Vlahovic, il marque. Alors oui, bah, après, c'est une offrande de McKennie, hein, mais malheureusement, sur un début de saison, il arrive à planter, mais tu as beaucoup de regrets quand même. Bon, après, il est très maladroit sur certains matchs, mais il est très peu alimenté sur certains matchs aussi. Donc, tu as aussi t'as un énorme travail dans ce secteur du jeu. Non, non, c'est une certitude. Et en contrepartie, on va dire là, on met en avant du coup finalement les qualités offensives de la Juve. En contrepartie, il y a un joueur qui est en difficulté et c'est pas Hum. non plus, ça date pas de ce match-là, c'est Danilo. Où déjà contre Stuttgart, c'est lui qui provoque penalty et Ouais. qui prend le rouge derrière. Et là, il est encore coupable, encore sur un penalty. Enfin bon, et il y a une certaine fébrilité, je trouve. J'ai un peu l'impression, ouais, j'aime pas trop les comparatifs, mais qu'il est en train de nous faire un peu une Alexandro, quoi, un peu cette pente Ouais, descendante et c'est dommage, c'est quand même un joueur enfin, un bon joueur dans l'absolu, quoi. Donc c'est à c'est voir comment capitaine qu'il l'an va dernier, qui était un voilà, des plus comment qu'il va réguliers le récupérer, quoi. défensivement. Ah ouais, ouais, et là, ouais, tu sembles avoir perdu en tout cas après le début de saison. Enfin, c'est aussi particulier, c'est que tu es capitaine, cadre, ton effectif l'an dernier, tu passes direct sur le banc et là enfin même moi je comprends pas trop cette gestion défensive de Mota. Tu préfères un Gatti sur le début de saison qui est en plus pour moi pas horrible et d'un coup tu repasses avec Danilo qui repasse dans l'axe. Et là, ouais, déjà son match avec des champions cette semaine, c'est très, très compliqué. Tu retentes le coup, tu le remets, et ouais, il te recoûte très cher, hein. De toute façon, il s'est fait un peu démolir par Thuram dans les duels tout le match. Donc, ça a été compliqué déjà dans ce duel en 1 contre 1. Mais ouais, et le penalty concédé, un joueur un défenseur de 21 ans, de 22 ans qui concède ça, tu peux dire oui, c'est une inattention, voilà, jeunesse, voilà, il a pas les repères autour de lui. Il a un Danilo qui est un, qui est un joueur très expérimenté, qui a plus de 30 ans, qui est capitaine et tout, qui sait avoir aussi facilement. C'est un peu plus compliqué. Et même lui il le sait, enfin, tu vois sa réaction directe, hein, dès que Thuram il tombe, il sait qu'il a fait une grosse connerie. Ah bah oui, ça s'est vu tout de suite, hein. C'est-
Voilà, après, là-dessus. c'était, on va dire, c'était peut-être le match où la Juve défensivement était totalement paumé parce que Kaloulou a pas non plus été monstrueux à côté de lui. On va dire que le duo a un peu sombré. Mais lui est censé normalement te tirer le duo vers le haut de par son expérience et de sa saison l'année dernière, hein, où il est très bon. Ouais, non, non, c'est clair. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des Après, c'est à absences. voir. Il y a pas Bremer. Donc, bon, enfin, c'est sûr que. Ouais, bah déjà, oui, malheureusement, t'as ce souci avec Bremer, mais ouais, je sais pas, Gatti, s'il y a un vrai souci Gatti avec Mota, je sais pas trop. Tu comptes sur lui sur le début de saison et d'un coup, il repart sur le banc. À voir sur les prochains matchs s'il persiste avec Danilo malgré ses deux derniers matchs ou s'il essaye de retrouver de la continuité avec un Gatti sur le début de saison qui était plutôt bon. Ouais, ça va être une des énigmes, on va dire, de ce qui va se passer. Alors, l'Inter et la Juve ont pris toutes les deux un point, donc 4 partout, un point chacun. Mais le grand vainqueur du week-end, bah, je crois qu'on peut le dire très clairement, c'est le Napoli d'Antonio Conte, qui lui C'est l'ancien coach des deux. l'ancien coach des deux, c'est lui a battu son premier club, et c'est celui de la ville natale, Lecce 1-0. Et Hum. donc, le Napoli maintenant a 4 points d'avance sur l'Inter, 5 sur la Juve. Est-ce que ce Napoli qui, en plus, on va dire, samedi a gagné comme une grande équipe en faisant tourner et un peu Ouais, clinique, est-ce c'était que un ça match devient assez le compliqué au favori final. du championnat, à ton avis? Ah bah aujourd'hui oui, tu es en train de te positionner parce qu'en plus tu as la notion d'un seul match par semaine. Et l'effectif que tu as, t'as perdu en départ arrivé, tu as perdu Osimhen qui était sans doute ton MVP et tu récupères un Lukaku qui a des matchs un peu poussifs par moment, mais tu sens qu'à tout moment, de toute façon, on connaît le Lukaku, hein, à tout moment il peut exploser la défense adverse et te changer un match. Donc aujourd'hui, oui, je pense que tu es le favori parce qu'aussi Antonio Conte, tout simplement, hein, homme de championnat, qui connaît parfaitement bien cette Serie A, qui a prouvé, qui a déjà gagné avec deux équipes différentes dans le championnat. C'est juste que maintenant, bah, de toute façon, il entre dans une phase de test. Hein, c'est que tu as un calendrier, t'as un vrai calendrier, on va dire, sur le mois qui arrive, là, sur les 4-5 prochains matchs. Tu joues les deux clubs de Milan, tu joues la Talenta et tu joues la Roma. On va dire va falloir faire un bilan après ces 4 matchs pour voir vraiment si cette équipe est taillée pour rivaliser avec une Inter ou une Juve. Mais sur le papier, voilà, c'est que t'as qu'un match par semaine, tu te permets de faire tourner un peu. Alors, tu gagnes difficilement au final sur le résultat avec le but de Di Lorenzo, mais dans les stats, voilà, t'as pas fait un non-match, hein, mais s'il y a 15-0, c'est que tu as dominé, c'est juste qu'en face, bah, t'as pas été efficace. Et en plus, le pire, c'est que Conte, je pense qu'on peut dire que c'est un magicien, hein, il arrive à te remettre Di Lorenzo sur un terrain de football. C'est aussi ça qui est fou, hein. On l'avait paumé l'année dernière, tu te demandes ce qu'il fait, tu te demandes pourquoi il est titulaire encore avec la Nationale. Et là, le mec est carrément un buteur. Il est à 5 buts déjà cette saison, hein, entre Ouais, Napoli ouais. et la Nationale. Donc, Trois en championnat. D'ailleurs, c'est son record depuis qu'il joue en Serie A. 3 buts en ouais, 9 il s'inscrit matchs. à un but aussi. Il ouvre Ouais, le score en début de match, il voilà, s'inscrit ouais, un but. voilà. Et il a toujours été présent. C'est le seul joueur du Napoli qui n'a pas loupé une minute depuis le début de la saison. Donc, on a récupéré un joueur et c'est vrai qu'on en discute parce qu'on avait fait l'émission après Italie-Espagne ensemble et où il était vraiment, ça a été la déroute totale. Ah, et Et c'est là, on le terrible. récupère, voilà. Et c'est vrai que c'est Conte encore qui a C'est réalisé une surtout ce qui est masterclass, fou, hein. c'est que c'est un Conte qui a abandonné sa défense à 3. Enfin, c'est ça le plus fou, Ouais. c'est qu'au final, il est parti là-dessus en début de saison et enfin, il est passé en 4-3-3 et ça fonctionne pour l'instant. Donc, même lui, alors que je pensais qu'il n'avait qu'un plan A et qu'il ne changerait jamais et que c'était un coach qui imposait ses idées avant de s'adapter à ses joueurs, bah même lui est en train voilà, de s'adapter un peu et de montrer qu'il peut jouer aussi différemment. Donc c'est prometteur. En tout cas, ça nous annonce je pense, une très belle saison, que ce soit pour le titre ou même pour les places européennes, hein, parce qu'il y a on a Il quand y a même de belles du... équipes et du beau C'est vrai. football sur ce début de saison. Voilà, on est d'accord. On en parlera une autre fois, mais l'Atalanta et la Fiorentina ont quand même réalisé un gros coup encore Ouais. ce week-end. Donc, je pense on va avoir du spectacle et ce serait bien, on va dire, que quelqu'un se bouge pour récupérer les droits télé, même si j'y crois plus trop pour la Ça France. commence à te faire beaucoup, ouais. Mais ouais, il y a eu beaucoup de gros matchs qui sont passés malheureusement et ils auraient pu faire l'effort un peu plus tôt. Bon, enfin, on Faudrait verra voir. ça. Après, peut-être que tu as vu cette stat, mais en termes de record de buts sur une journée, on doit pas être loin, non? Et encore, il te reste un Bologne-Milan. Et il reste un Bologne-Milan qui ne s'est pas joué en effet. Donc, Un match on à a, 8 buts, un match à 7 buts, un match ouais, à ouais. 6 buts.
On a eu vraiment une belle journée, quoi. Il y a rien à dire. Bon, bah, écoute, Paul, je te remercie d'avoir fait ce débrief avec moi sur cette journée de Serie A. Puis on se revoit très bientôt. Et je vous dis Yes. ciao, ciao à tous. Salut.